Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers, les conciergeries de location saisonnière et les sous-loueurs professionnels à augmenter leur chiffre d'affaires. Je suis ravie aujourd'hui de vous proposer une étude de cas et une interview d'une dirigeante de conciergerie très intéressante qui s'appelle Céline Dehouck. Bonjour Céline. Bonjour Elise, bonjour tout le monde. Alors je pense que son parcours va beaucoup vous inspirer. Vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes dont j'aimerais qu'on parle ensemble. Et la première chose que je te propose, si tu veux, c'est que tu nous partages ton parcours, peut-être avant la conciergerie et après la création de la conciergerie. Oui, alors du coup moi j'ai commencé par faire des études dans le tourisme, enfin c'était de la communication digitale, principalement marketing appliqué au tourisme. Donc du coup après ça j'ai travaillé dans des campings et dans des hôtels principalement qui avaient en plus du camping et de l'hôtel des gîtes qu'ils mettaient sur Airbnb, etc. Donc du coup j'ai eu un petit peu les pieds dedans comme ça. Et puis après avoir fini de travailler dans le dernier hôtel où j'ai travaillé, je me suis dit que c'était le moment de créer mon entreprise. Parce que justement, tout le monde me disait que j'étais jeune et que c'était un cap à passer, mais finalement, je trouvais ça moins risqué de le faire jeune plutôt qu'un peu plus âgé avec toutes les contraintes que ça importe. Si j'avais eu un CDI avant, de le quitter, les crédits maison, les enfants à nourrir, Ouais, etc. Vrai. Je trouvais ça un peu moins risqué de tenter maintenant. Et si ça ne marchait pas, ben, tant pis, je serais retournée travailler dans les hôtels, les campings. Et donc du coup, j'ai créé la conciergerie en avril 2019. En ne pensant pas que ça allait autant marcher, clairement. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de demandes. Donc nous en fait on est sur la côte normande, donc il y a pas mal de résidences secondaires, principalement de Parisiens, mais aussi un peu d'ailleurs. Et donc du coup qui souhaitent louer leur maison quand ils ne viennent pas en vacances dans leur maison secondaire. Et donc du coup voilà, j'ai décidé de m'occuper à leur place de leur logement en fait. Top. Et ta société, elle s'appelle Objectif Trip. Exactement. Objectif Trip. Et du coup, quand tu as créé, on en parlait un peu tout à l'heure en off, quand tu as créé ta société, est-ce que tu avais peut-être cette inquiétude de se dire je suis peut-être jeune, est-ce que les propriétaires vont me faire confiance? Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti? Oui, alors j'avais l'inquiétude, effectivement. Je me suis dit peut-être que les propriétaires principalement vont croire que je n'ai pas assez d'expérience et que je ne saurais pas le faire, quoi, tout simplement. Donc finalement, j'ai pas eu spécialement de retour dans ce sens-là. Certes, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit « Ah, mais vous êtes jeune », mais au contraire, c'était plutôt dans le sens « C'est bien d'avoir monté votre entreprise si jeune ». Et puis après, ils ont décidé finalement de me faire confiance quand même. Alors, sûrement par rapport à ce que je leur disais, de ce que j'allais faire de leur maison, en fait, sûrement. Et puis finalement, ça s'est très bien passé et la crainte a vite disparu, mais c'est vrai que je m'étais posé quand même la question avant de commencer. En amont, ouais. Voilà. Il y a aussi un truc qui est intéressant dans ton parcours et dans tes expertises, c'est que tu as aussi une forte expertise marketing-communication. Tu formes des gens sur ça. Oui, parce que du coup, effectivement, j'ai une deuxième partie dans mon entreprise où je donne des formations en communication marketing digital, donc pas spécialement appliquées au tourisme, pour le coup, à des petites boutiques principalement de vêtements ou autres, il y a un peu de tout. Et du coup, c'est vrai que ça aide quand même pas mal pour la conciergerie aussi d'avoir cette expertise-là, parce que du coup, surtout au niveau de la diffusion des annonces, la publicité en quelque sorte pour mettre en avant les biens en valeur, et essayer de les louer, de donner envie aux gens en fait de venir. Je pense que ça a pas mal aidé aussi. Et puis quand j'ai commencé, j'ai trouvé principalement mes premiers clients propriétaires grâce à la création de mon site internet, à la page Facebook, etc. Donc je pense que ça a aussi pas mal aidé pour me faire connaître. Ah ouais, ça c'est fort ça. Réussir à trouver tes premiers clients par une page Facebook. Oui, c'est qu'elle était vraiment qualitative. Site internet, Facebook, c'est vraiment là où j'ai trouvé mes premiers clients, quoi. Après, j'ai eu un article dans le journal quelques mois après, donc ça m'a encore ajouté quelques clients, mais encore aujourd'hui, c'est le site internet et les réseaux sociaux qui m'aident à me faire connaître en fait, et les gens me disent oui, je suis tombée sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux. Et pareil pour les locataires, j'ai des locataires qui m'appellent en disant oui, j'ai vu que vous aviez une conciergerie, est-ce que vous auriez des biens à me proposer à telle date pour autant de personnes, et qui me trouvent de par Facebook ou par la page internet. Donc, ah ouais.
Et est-ce que tu as des astuces à partager, peut-être sans dévoiler tes secrets, mais des astuces à partager pour avoir justement un site performant comme ça et une page Facebook performante? Oui, bah alors sur le site internet, déjà, il faut savoir que la chose principale, j'ai envie de dire, quand on crée un site internet, bon, certes, il y a le design, que ça donne envie, etc. Mais avant ça, il faut quand même être référencé sur Google, en fait. Ouais. Parce que le site a beau être très joli, etc. Si on ne nous trouve pas, c'est inutile, en fait. Ouais. Donc, du coup, vraiment faire attention déjà sur le site sur lequel on crée son site, justement, parce qu'il y a Wix, WordPress, etc. Je pense que tu connais un petit peu aussi, Élise. Ouais. Et il y a certains sites qui aident mieux que d'autres au référencement, donc faire attention à ça. Ouais. Et puis après, surtout les mots-clés, etc. pour être bien référencé. Et après, la deuxième partie, c'est vraiment le design du site, donner envie aux propriétaires de nous rejoindre, en fait, tout simplement. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, ce que les gens aiment aussi, c'est pas forcément mettre juste le lien des annonces, par exemple, sur Facebook en disant on a une nouvelle annonce, un nouveau bien à tel endroit. Et puis voilà, c'est pas forcément ce qui intéresse les propriétaires. Certes, ils aiment bien voir les autres annonces qu'on a pour voir un peu ce que ça donne. Mais ils aiment aussi savoir un petit peu le back-office, en fait, comment ça se passe finalement. Ah oui. Mis à part ça, là, par exemple... comme je m'occupe du linge moi-même, je passe pas par une blanchisserie, je partageais la lessive que j'utilise, qui est un peu éco-responsable, etc. Enfin, c'est toutes ces petites astuces-là. Ouais. Comment ça fonctionne. En fait, même des fois, mes propriétaires qui m'offrent des petits cadeaux, je le mets sur les réseaux sociaux. Ça montre que mes propriétaires ont confiance en moi et qu'ils sont contents de mon travail. Ouais. C'est pas forcément juste mettre en valeur les biens et s'arrêter là, quoi. Ouais, tu partages un peu du coup la vie du dirigeant finalement. C'est ça finalement, Ouais. voilà. Comme ça, ouais, les gens, en plus c'est ce qu'ils me disent justement, bah, par exemple mon petit chien Qu'il faut qu'on présente. que j'ai aujourd'hui, donc Elle est Thaïs, trop mignonne. mon assistante. Bienvenue Thaïs dans cette interview. Et du coup, je l'ai déjà mise par exemple sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'il y a des gens, des propriétaires qui m'appellent pour la première fois en me disant ah oui, j'ai vu en plus que vous aviez un petit chien ou que vous faites de l'équitation parce que Ouais. je le mets aussi en valeur sur mon site internet, un petit peu mes passions, ce que j'aime en dehors de ça. Et du coup, les gens ont l'impression d'être peut-être un peu plus proches de moi et ils savent plus ou moins déjà à qui ils s'adressent avant de m'avoir au téléphone pour la première fois. Donc, Ouais. C'est vrai que tu as raison. Bah, moi, quand je vois tes photos d'équitation sur Facebook, je peux pas m'empêcher de t'écrire un petit mot pour Oui. te dire je suis épatée. C'est vrai que c'est épatant. Et puis, c'est il y a un truc que je trouve très fort dans le fait de partager ses loisirs. Je l'aurais pas fait spontanément, mais je trouve ça très fort de aussi transmettre l'image d'un dirigeant équilibré, tu vois, dans le sens où en fait tu es très engagé dans ton travail, mais en même temps c'est pas ta vie, ton travail, tu vois, tu as aussi des passions fortes et oui. ça donne une personnalité, ça laisse transparaître une personnalité intéressante, tu vois. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas juste l'impression de parler en quelque sorte à un robot qui va mettre les annonces en ligne à la chaîne Voilà. et sans savoir à qui on parle, etc. Là, au moins, oui, ils ont l'impression de me connaître un peu plus, quoi. Ça fait une relation de proximité un peu plus que si on ne le faisait pas, je pense. C'est vrai. Et surtout, c'est peut-être l'occasion de parler aussi de ça, c'est une des forces, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que c'est une des forces de ta société, de ta conciergerie, c'est vraiment la proximité aussi avec les propriétaires, le lien de confiance qui est très fort. Oui, c'est ça. Donc effectivement, comme on a parlé aussi en off tout à l'heure, je disais que je ne souhaite pas devenir une grosse conciergerie avec des centaines et des centaines de logements sans savoir comment s'appellent mes propriétaires et où est-ce qu'ils habitent, etc. Je veux vraiment rester une petite conciergerie un peu familiale à taille humaine où tout le monde se connaît un petit peu. Comme je te disais aussi à un autre moment, mes propriétaires, des fois, quand ils reviennent dans leur maison, ils m'invitent à manger pour faire un petit point et voilà, discuter de tout et de rien. C'est ça aussi qui est sympa. Je veux pas que mes propriétaires soient des numéros. Et il y a vraiment cette relation de proximité, encore une fois. Ouais. Et de confiance. Voilà. Est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres points qui sont dans les forces de ta société ? Bah, après, c'est vrai que là, on parle de relations de proximité, etc. C'est bien beau de bien s'entendre avec les propriétaires. Voilà, mais c'est très loin de faire la rentabilité du logement et tout ce qui s'ensuit, parce que bon, clairement, le but, c'est aussi de louer le mieux possible. Donc du coup, c'est vrai qu'avec l'expertise que j'ai acquis, alors déjà au niveau de la diffusion des biens, etc., j'espère faire au mieux du moins pour avoir la meilleure visibilité possible. Et du coup, bah, forcément, grâce au revenu management, maintenant que tu m'aides, c'est encore mieux qu'avant, disons. Donc du coup, pour essayer de louer au meilleur prix et le plus souvent possible, parce que même si
la plupart de mes propriétaires, alors j'ai une partie d'investisseurs, mais j'ai aussi une partie de propriétaires qui ne souhaitaient même pas forcément louer à la base, juste ils ont découvert que la conciergerie existait et que pourquoi pas louer quand ils ne sont pas là. Ouais. Mais le but, c'est quand même aussi de pouvoir rembourser les crédits qu'ils ont à rembourser tous les mois et de compenser tout ça. Donc il faut quand même que ça marche en plus de bien s'entendre, quoi. Ouais, c'est ça. Et là où tu es très forte, c'est que tu es aussi assez habituée, je trouve, à gérer les résidences secondaires. C'est très spécial parce qu'il y a des contraintes liées à ça. C'est parce que forcément, les gens veulent quand même en profiter un peu. Et oui. Ça, tu sais, tu es très habituée à gérer ça. Oui, c'est ça. La plupart de mes propriétaires, alors ils viennent pas très souvent dans leur résidence parce que forcément ils habitent pas sur place et c'est un peu compliqué. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut gérer les disponibilités pour qu'ils puissent venir quand même dans leur logement quand ils le souhaitent. Le but, c'est pas juste de louer et qu'ils peuvent même plus accéder à leur maison. Ouais. C'est pas terrible, donc du coup qu'ils puissent y accéder quand ils veulent. Et puis après, il y a toute la partie aussi un peu dépannage comme souvent les investisseurs sont plutôt dans le secteur de leurs biens en fait en général, je trouve. Enfin en tout cas pour mes investisseurs à moi, c'est plutôt le cas. Donc du coup, ils peuvent gérer un peu tout ce qui est petits travaux, réparations, etc. Alors que les propriétaires de résidences secondaires, la plupart du temps, ils habitent un peu plus loin. Et s'il y a un souci quelconque, même s'occuper de la tonte de la pelouse, s'il y a je sais pas, une baie vitrée à remplacer parce qu'ils ont décidé de la changer et que ça ne leur plaisait plus comme ça. Du coup, moi, je suis là pour y aller. Encore cette semaine, j'ai eu le cas de d'un propriétaire où EDF devait passer relever les compteurs. Eux, ils sont parisiens. Forcément, ils ne pouvaient pas être là pour relever les compteurs. Donc, j'y suis allée pour les dépanner, quoi, pour ouvrir à EDF pour qu'ils puissent relever le compteur et puis que ce soit fait. Et voilà, donc il y a aussi toute cette partie-là où il n'y a pas que juste les arrivées, les départs, la mise en ligne des annonces. Ouais. C'est aussi tous les à côté que les propriétaires ne peuvent pas faire eux-mêmes puisqu'ils sont trop loin. Ouais, et ça, c'est un support précieux parce qu'une société qui... Enfin, je ne sais pas si c'est des choses qui sont refacturées après ou c'est des choses qui sont... Du coup, pour le coup, non, c'est pas refacturé. Moi, je fonctionne au pourcentage. Ouais. Donc, un pourcentage et après les frais de ménage qui me sont entièrement versés pour le coup. Mais tous ces petits dépannages-là, c'est inclus dans le pourcentage dès qu'il y a besoin d'aller faire un aller-retour pour donner les clés. Là, j'ai une dame qui a changé ses fenêtres. Je suis allée voir l'entreprise pour leur donner les clés, les infos, etc. Et tout ça, c'est inclus dans la prestation, quoi. Après, je leur dis, il ne faut pas que ça arrive tous les jours non plus, parce que, évidemment, je ne pourrais pas faire que ça. Ouais. Mais de temps en temps, il n'y a pas de souci et ce n'est pas refacturé derrière. Ouais. Et ça, c'est très précieux, je pense, pour eux. Quand on est loin, c'est rassurant de se dire qu'on a comme un binôme bienveillant qui est engagé avec nous dans le fait que ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de problème. Oui, c'est ça. Et puis, je suis là aussi pour veiller sur leur maison. Encore une fois, les propriétaires sont la plupart du temps loin. Ici, si par exemple, il y a eu un gros coup de vent avec une grosse pluie, etc., des fois, ils me demandent de passer à la maison, voir si le salon de jardin n'est pas atterri à l'autre bout du jardin ou si tout va bien, si la maison est encore en bon état, si elle n'est pas squattée ou je ne sais quoi en basse saison, s'il n'y a pas de locataire entre-temps, je passe. Là, pendant le Covid, le confinement, on a très peu loué, surtout pendant le premier confinement, puisque d'ailleurs, c'était interdit. Ouais. Et donc, du coup, j'y suis quand même allée dans les logements pour voir si tout allait bien. Et ça, forcément, c'est rassurant pour les propriétaires. Ouais. C'est une sérénité et un allègement de charge mentale, je pense, énorme. Oui. Ça, c'est chouette. Alors, tu me racontais aussi tout à l'heure, on va dévoiler tout ce qu'on s'est dit avant. Tu me racontais des petites choses vraiment chouettes que tu fais aussi pour tes voyageurs. Parce qu'on a beaucoup parlé des propriétaires. Mais c'est vrai que tu as aussi de très bonnes notes sur tes annonces. Tu as des voyageurs qui sont vraiment très contents quand ils viennent chez toi. C'est le but aussi, parce que forcément, les notes, aujourd'hui, ça fait beaucoup. Si les annonces n'ont pas de bonnes notes, forcément, ça ne donne pas envie au prochain locataire de venir, quoi. Donc, Exactement, exactement. Et même, c'est vrai que d'un point de vue tarifaire, ça soutient aussi une stratégie tarifaire qui peut être à la hausse quand c'est possible. Donc, oui, aussi, forcément, plus le bien est... Enfin, plus le bien est noté est bien noté, plus on peut augmenter les prix forcément, puisque ça montre que c'est un bien de qualité et c'est pas... C'est ça. Et du coup, tu as des petites astuces. Oui. C'est ça que je trouve intéressant. Oui, mais du coup, on dit... Si tu veux en parler. Oui, non, mais pas de souci. Mais du coup, c'est vrai que j'essaye de faire des petits... et encore, on n'a pas parlé de tout à l'heure, ça me fait penser à d'autres choses là, en reparlant. Génial. Mais on essaye de regarder un peu... Enfin, souvent, quand les locataires réservent, ils nous disent soit je viens avec ma compagne, des fois ça m'est arrivé, je viens avec ma compagne ou mon compagnon pour lui faire une surprise. On se fait un petit week-end en Normandie, par exemple, elle n'est pas au courant.
Donc voilà, donc quand c'est comme ça, j'essaye de... Alors pour le coup, j'ai pas du tout de formation là-dessus, donc je regardais sur Internet une fois, par exemple, pour plier les serviettes en forme de cygne ou en forme de cœur, avec des petits bonbons à côté, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et on discutait justement aussi ceux qui me disent qu'ils viennent avec des animaux, donc un chien, un chat, un lapin, même, ça m'est arrivé aussi. Je mets toujours une petite gamelle d'eau avec un petit Dentastix ou des petites croquettes pour les chats. Ça fait toujours plaisir. Ouais, ça étonne et du coup c'est hyper touchant parce que ça montre que tu as fait quelque chose de personnalisé spécialement pour eux. Oui, quoi. c'est ça, ils ont vu que j'avais regardé leur message vraiment et que j'ai vu dans quelle situation ils venaient, s'ils viennent avec des enfants, on met quelques jeux, ou s'ils viennent avec un animal, on met quelques friandises, etc. On essaye de personnaliser un petit peu parce que c'est vrai que la plupart des loueurs, ils mettent, par exemple nous en Normandie, ils mettent une bouteille de cidre, des petits gâteaux. Ouais. C'est très bien, hein, ça fait toujours super plaisir aussi, mais c'est vrai que ça devient un peu commun, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, de mettre un petit quelque chose à boire, un petit quelque chose à manger, oui, c'est toujours sympa. C'est mieux limite que de ne rien faire, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, de se différencier un petit peu avec des choses que les gens ne voient pas toujours, comme tu disais, ça étonne et ça fait toujours plaisir. Ouais, ça c'est chouette. Et des fois, tu as Isted aussi. Exactement, oui. Alors ça, c'est l'atout charme du check-in. C'est ça. Si vous n'avez pas d'animaux de compagnie, alors là, ça va pas du tout, quoi. Si vous faites des check-in sans animaux de compagnie, franchement, là, vous êtes dans le passé, là. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que les locataires adorent quand j'amène mon assistante Thaïs avec moi pour faire les arrivées et les départs. C'est pareil, ça ajoute un petit plus auquel ils ne s'attendent pas forcément et ça fait toujours plaisir. Ça c'est top. Je veux bien croire que les gens ne s'y attendent pas. Et les animaux de compagnie, alors c'est vrai qu'il peut y avoir des gens qui sont allergiques, mais oui. Globalement quand même, les gens, ça donne quelque chose de... Oui, en général, ils aiment bien quand même les animaux, les gens, même s'ils n'en ont pas forcément, ou voilà, mais souvent quand ils voient un petit chien arriver comme ça, toute mignonne, telle qu'elle est, c'est ça. Ils disent « Oh, elle est mignonne, comment elle s'appelle ? Ah bah elle vient avec vous travailler, c'est sympa. » Donc, puis ça crée du lien aussi, ça lance un petit peu la discussion, parce que le but des arrivées et des départs, c'est pas juste de dire bon bah voilà les clés, voilà l'appartement, bon séjour, je m'en vais. On discute un peu comment ça s'est passé la route, ce qu'ils vont faire pendant leur séjour, ou au départ qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Donc ça peut aussi nouer un peu un lien. Et ça permet aussi probablement d'apporter ce que certains viennent chercher dans le Airbnb, c'est-à-dire le lien avec un interlocuteur qui vit ici, qui peut donner des astuces, etc. Et là, on trouve vraiment cette qualité du lien, quoi. Oui, c'est ça. On revient, je trouve qu'on le perd un peu de plus en plus, cet aspect du Airbnb notamment, qui était à la base des propriétaires qui ouvraient une chambre de leur maison seulement. Ouais. Et qu'ils prenaient le petit-déj ensemble et c'était très, très collaboratif, etc. Là, je trouve qu'on le perd de plus en plus, mais les gens aiment quand même encore cette proximité quand ils arrivent de demander des conseils sur la région, comment ça se passe, etc. C'est encore ce que les gens cherchent. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça, c'est top. Super. Est-ce que tu peux nous parler du sujet du prix ? Comment ça se passait avant de déterminer les prix ? Oui, alors du coup, moi j'avais quelques bases quand même, puisque comme je disais, j'ai travaillé dans des hôtels ou dans des campings. Alors les campings le faisaient un peu moins, le revenu management, mais les hôtels en font quand même pas mal en général. Donc du coup, j'avais quelques bases. Après, les bases que j'ai eues, on ne me les a pas forcément appris. En fait, je les ai vues un peu sur le tas, comment ça se passait sans qu'on me le dise. Je voyais un petit peu que les prix baissaient quand il y avait moins de demandes ou en basse saison et qu'ils augmentaient l'été, etc. Donc ça peut paraître un peu bête et bateau, mais il y a plein de propriétaires, par exemple des propriétaires ou d'autres loueurs, qui ne le savent pas forcément, qui mettent des prix fixes toute l'année, quelle que soit la période, par exemple. Alors que c'est vraiment la base, des bases, quoi, selon la période. Donc j'avais quelques bases comme ça, j'essayais de voir un petit peu selon la demande et selon la période de baisser les prix, selon les jours fériés, etc. Après, le souci que j'avais surtout, c'est que j'avais pas le temps de faire, comme tu le fais, des études approfondies sur la concurrence, regarder vraiment toutes les autres annonces, à quel prix ils sont, faire des études grâce à des outils comme Airbnb ou je ne sais quoi, quel autre site qui t'aide un petit peu à voir comment ça se passe la demande. Donc je me débrouillais pas trop mal. On peut pas dire que je ne faisais rien en revenu management, mais par contre, c'est vrai que j'avais pas du tout le temps de m'en occuper comme il se doit, quoi. Donc c'était pas aussi bien fait forcément. Ton temps, il était consacré à quoi en tant que chef d'entreprise ? Qu'est-ce qui prend le plus de temps ?
Je trouve que ce qui prend le plus de temps, c'est de répondre aux voyageurs, de leur donner les infos, après, tout le monde ne le fait peut-être pas, mais par exemple, quand ils réservent, on leur dit merci pour votre réservation. On regarde s'ils ont des questions à la réservation pour y répondre. Ensuite, de temps en temps, ils nous renvoient des messages pour savoir s'il y a un lit bébé, si les draps sont bien fournis ou je ne sais quelle autre, quelle autre demande, s'ils peuvent poser un vélo ou autre. Donc du coup, il y a toutes ces demandes-là. Après, il faut renvoyer un message avant l'arrivée pour savoir à quelle heure ils comptent arriver. Renvoyer des messages le jour même pour savoir s'ils n'ont pas eu de retard avec les bouchons ou je ne sais quoi d'autre, pour savoir à quelle heure ils arrivent réellement. C'est ça. Pendant le séjour, s'ils ont des questions, il faut y répondre. S'il y a le Wi-Fi qui ne marche plus, il faut aller dépanner, etc. Ensuite, il faut redemander à quelle heure ils s'en vont le lendemain. Souvent, la veille, on renvoie un petit message pour savoir à quelle heure ils partent. Donc du coup on y retourne. Après le séjour, des fois ils nous redonnent ils nous renvoient des petits messages, donc il faut y répondre aussi. Donc je pense que c'est cette partie-là qui prend vraiment limite le plus de temps, c'est de répondre à tous les voyageurs. Alors quand on a un bien, ça va. Quand on en gère déjà une vingtaine, forcément ça se multiplie C'est ça. Et ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et après, à côté de ça, il y a toute la gestion des annonces, remodifier si jamais on change quelque chose, si on change la taille des lits, on remodifie les annonces, etc. Donc il y a toutes ces modifs-là. Et du coup, les prix, forcément, de toute façon, la preuve, c'est un boulot à plein temps, quoi. Donc, voilà, ça prend vraiment énormément de temps. Donc, moi, ce que je faisais à mon niveau, j'aurais pas pu le faire aussi détaillé avant avec tout ce que j'ai à faire à côté. Parce que du coup, après, il y avait encore les arrivées, les départs, le ménage, la facturation, le linge, gérer le linge. Donc, il y a tout le reste, quoi. Et faire... Gérer l'équipe ? Oui, aussi, tout ce qui est femme de ménage, parce que je fais le maximum moi-même, mais j'ai quand même des gens qui m'aident pour le ménage, principalement. Donc, leur dire à telle heure, ils arrivent, à telle heure, ils s'en vont, il faut faire tel logement à tel moment, le sac de linge, il est à tel endroit, etc. Donc, je pense que c'est juste impossible pour une conciergerie à taille humaine comme la mienne où je suis plus ou moins toute seule, parce que je ne parle pas des grosses conciergeries qui ont pas mal d'employés, là forcément c'est plus simple pour eux, mais les petites conciergeries, c'est impossible de faire correctement du revenu management tout seul avec tout ce qu'on a à faire à côté, quoi, clairement. C'est pas gérable au niveau du temps. Oui, c'est ça. Ou alors, ce serait au détriment d'autres choses, quoi. Il y aurait d'autres choses qui pâtiraient de ça, quoi. C'est ça, que là, le but, c'était de faire un petit peu de chaque, en fait, pour qu'il y ait un petit peu de tout qui soit bien, mais on ne pouvait pas se permettre de passer plus de temps sur quelque chose et pas sur une autre, etc. Pour garantir la satisfaction voyageur, la satisfaction propriétaire. C'est ça. C'est vrai que cette position en tant que conciergerie, c'est une triptyque, quoi. On est entre les deux parties. Oui, on fait le lien un peu entre tout le monde. Puis il faut gérer tout ça, même comme on disait tout à l'heure, gérer si jamais le jardinier doit passer pour tondre la pelouse, etc. Il faut le gérer lui pour lui dire à tel moment il n'y a pas de réserve, vous pouvez passer à telle heure, parce qu'après telle heure il y a quelqu'un qui est là, donc il y a tout ça aussi, quoi. Donc, Et du coup, comment ça s'est passé la transition avec J'affiche complet ? Du coup, ça a été plutôt simple. Ça a pris un petit peu de temps au début parce que du coup, forcément, il fallait que je vous donne toutes les infos sur tous les logements. Donc, il a fallu refaire un gros détail, en fait, en quelque sorte, sur les points forts, les points faibles, à quel prix on loue pour le moment, ressortir tous les historiques pour que vous les ayez directement et faire au mieux tout de suite et non pas repartir de zéro, en quelque sorte. Surtout que tu as changé de channel manager en plus à ce moment-là. Exact, parce que du coup j'étais sur un channel manager qui était un peu moins performant, avec un peu moins de possibilités. Après, il me convenait très bien pour ce que j'en faisais, parce qu'encore une fois, je n'allais pas aussi loin que vous n'allez. Donc c'était suffisant, mais oui, il y a eu toute la partie changement de channel manager qui a pris énormément de temps. Donc vous donnez toutes les infos, et puis après ça s'est fait hyper simplement. Après c'est vous qui avez travaillé du coup en me disant pour telle ville, tel bien, on va partir sur telle base, savoir si ça me convient, parce que c'est l'avantage aussi. Et c'est ce que je dis aussi à mes propriétaires, c'est pas parce qu'on a quelqu'un qui fixe nos prix que déjà il n'y a que toi et ton équipe qui fixez les prix. Moi déjà j'ai mon mot à dire, parce que du coup les propriétaires ne te connaissent pas forcément en personne, donc ils ont confiance en moi, pas forcément en quelque sorte en toi. C'est vrai. Nous on est dans ton équipe, c'est toi la boss, tu vois. Voilà. Donc du coup ça les rassure que moi j'ai mon mot à dire déjà, et que eux aient leur mot à dire aussi. Comme on disait, par exemple l'hiver on loue forcément moins cher, mais eux ils ont plus de charges d'électricité. Donc le but c'est pas forcément de louer et qu'ils perdent de l'argent, hein. C'est pas du tout ça. Donc du coup ils peuvent nous dire un prix minimum en dessous duquel ne pas descendre, parce que sinon après c'est plus rentable. Donc ils ont aussi leur mot à dire. Donc
donc vous travaillez bien, mais c'est rassurant aussi pour eux de savoir qu'ils ont quand même en quelque sorte un peu la main s'ils en ont envie. Donc du coup, oui, après vous nous avez envoyé toutes les propositions de prix, etc. Et puis après c'était lancé, donc ça s'est fait vraiment très simplement, quoi. Le plus long était au début d'en discuter, de savoir sur quoi on voulait partir, les types de logements, etc. Et puis après, même encore au jour d'aujourd'hui, ça se fait très simplement. Tu nous envoies les points business toutes les semaines. On n'a plus grand chose à faire finalement au niveau du prix, si ce n'est regarder si ça nous convient, les questions que tu as, d'y répondre, etc. Mais c'est vrai que ça libère beaucoup de temps. Et puis, au-delà du temps que ça libère, c'est surtout qu'il y a une plus grande rentabilité, puisque forcément, tu vas plus loin qu'en tout cas ce que moi je faisais avant. Donc forcément, tu loues beaucoup mieux à des prix bien meilleurs et beaucoup plus souvent. Donc c'est quand même aussi ça l'important. Oui, financièrement, on s'y retrouve, quoi. Oui, voilà. Autant moi qui dois te payer, j'arrive à m'y retrouver, que les propriétaires, alors pour eux c'est encore mieux parce que moi j'ai pas changé mes tarifs. Et du coup forcément ils louent plus cher et plus souvent, donc pour eux c'est vraiment le top du top. Ils voient la différence d'ailleurs. C'est ce que j'allais te demander, il y a des propriétaires qui t'ont fait des retours dans ce sens-là? Oui, qui m'ont dit, en fait particulièrement sur l'été, parce que nous on a commencé en janvier cette année, donc on a eu une toute petite partie d'hiver avec un confinement en plus, donc pas terrible. Parce que du coup sur l'hiver c'est vrai que même moi j'ai remarqué qu'on louait plus souvent l'hiver, parce que tu mettais des prix souvent un tout petit peu moins élevé que ce que je mettais moi. Et je le vois aussi par rapport à d'autres conciergeries auxquelles je discute, parce qu'on s'entend tous plus ou moins très bien là ici dans le secteur entre conciergeries, donc on discute un petit peu de comment ça se passe de leur côté, quoi, si c'est une tendance générale ou si c'est nous le problème, ou justement si c'est nous qui éclatons les scores et que c'est pas normal. Et c'est plutôt ce que je ressens justement, que quand on discute avec d'autres conciergeries ou même d'autres propriétaires par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière, ils me disent, particulièrement là sur l'été, mais on loue à des prix qu'on n'aurait jamais pensé louer. Moi, j'aurais jamais osé les mettre, moi déjà. Les propriétaires me disent, mais vous louez à des prix, et en plus c'est loué, quoi. C'est pas juste on met des prix et c'est pas loué, parce que non, ça marche. Et puis au-delà des prix qui sont quand même plus élevés que ce qu'on aurait pu mettre, quand on discute avec d'autres conciergeries ou même quand on voit notre taux de remplissage avant, il est beaucoup plus élevé aussi. Donc, Et puis c'est rassurant aussi pour moi ou pour les propriétaires d'avoir votre avis un peu plus global, puisque vous avez pas mal de villes, vous avez pas mal de logements de tout type, donc vous avez une vision un peu plus globale que si on avait juste des studios dans telle ville, et du coup on se rend pas trop compte de comment est le marché, puisqu'on n'a que notre bien à nous, et on se dit, est-ce que c'est nous le souci, est-ce que j'aurais dû mettre plus cher parce que ça se loue bien, ou est-ce que voilà, vous avez une vision beaucoup plus globale, donc je pense que c'est aussi un atout. Ouais, je comprends. Donc en fait, tu es un peu devenue la star de la région, quoi. J'irais peut-être pas jusque-là, parce qu'il y a des conciergeries qui étaient implantées bien avant moi et qui sont encore, entre guillemets, plus connues en quelque sorte, parce que même sur Internet, elles apparaissent avant moi, par exemple, dans les résultats de recherche, parce qu'elles sont là depuis plus longtemps, donc c'est normal. Mais c'est vrai que même la CCI, là, j'avais été les voir pour un changement de statut pour l'entreprise. Et du coup, ils me disent, mais on a plein de personnes qui veulent créer des conciergeries, parce que c'est vrai que c'est en plein essor en ce moment, la création de conciergeries. Et du coup, ils me les envoient pour que je leur donne des conseils, en fait, sur la création de conciergeries. Là, j'en ai encore 2-3 que je suis, entre guillemets, donc gratuitement, hein, c'est vraiment... tu pourrais faire un service. Eh bien, j'y pense, c'est plus ou moins en cours. Ah, génial. Écoutez, mais si vous voulez être accompagné par Céline pour créer votre conciergerie, voilà, Céline commence à créer le service. Ça peut aider, ou même les propriétaires, ne serait-ce qu'ils n'ont pas envie d'utiliser une conciergerie parce qu'eux sont sur le secteur où ils ont le temps et voilà, ils n'ont pas forcément envie de déléguer, mais ils ne savent pas forcément comment faire pour le coup. Donc du coup, ça m'arrive aussi de donner des petits conseils à des propriétaires pour leur dire vous devriez améliorer ça dans votre annonce, etc. pour louer mieux. Mais oui, la CCI du coup m'envoie pas mal de conciergeries en cours de création là pour que je les aide un petit peu à se lancer. J'ai encore
une conciergerie là, que j'ai aidé à se créer il n'y a pas très longtemps. Donc elle n'est pas sur ma ville, mais elle est vraiment juste à côté à Caen là. Ouais. Et du coup, elle m'a renvoyé un petit message hier pour savoir comment ça se passait pour moi, si j'avais pas mal de résas, savoir si c'était la tendance. Je lui dis bah oui, l'été se remplit, mais c'est vrai que c'est beaucoup de dernière minute, etc. Et du coup, elle était rassurée aussi d'avoir mon retour en se disant oui, bah moi c'est pareil, donc c'est bon, je suis sur la bonne, la bonne lignée, la bonne voie, c'est ça. Si la bosse a les mêmes choses, c'est que c'est bon alors. C'est ça. Et du coup, tu vois, cette étape de déléguer, de transmettre une partie de sa société. Alors, je suis pas toujours très à l'aise quand les gens disent mon bébé, mais bon, au final, c'est un peu ça, tu vois, quand on crée une société. C'est une grosse partie de notre vie quand même. C'est ça, quand même. Et puis, c'est vrai qu'on y met beaucoup de temps, d'énergie. Est-ce que tu avais des craintes avant de déléguer cette partie-là, qui, c'est vrai, peut être... alors, je vais dire le mot stratégique, même si on dirait que je suis en train de me faire mousser, mais c'est vrai que la question du prix et du chiffre d'affaires, bah, c'est le centre du... C'est ça, si on se rate sur ça, ça peut être compliqué pour la pérennité de l'entreprise. C'est ça, il y a plein d'autres choses à côté, mais c'est quasi la chose la plus importante quand on loue un bien, de le mettre au bon prix, parce que si on le met par exemple trop cher, surtout dans ce sens-là, ça se louera jamais. Ouais. Donc à la limite, si on le met trop peu cher, bon à la limite ça se louera, on pourrait faire mieux, mais ça se louera. Ouais. Mais si on le met trop cher, ou à par exemple 7 nuits minimum toute l'année, bah forcément selon les villes, j'imagine que ça diffère peut-être un peu, mais on ne louera pas correctement, quoi. Donc c'est quand même le cœur du métier en quelque sorte. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de déléguer au début parce que on se dit... toi, à la limite, ça va parce que l'avantage aussi de ton entreprise, c'est que tu es présente beaucoup sur Internet à faire ce genre d'interviews ou avoir des retours clients, à faire des études de cas. C'est pas juste parce que moi, je te connaissais pas avant. En vrai, j'avais pas eu forcément de recommandations pures en disant oui, il faut que tu ailles voir Élise, c'est top. Voilà. Moi, je t'ai connue un peu, entre guillemets, par hasard, un peu grâce à Emmanuel. Mais du coup, c'est pas juste sur Internet, on voit pas juste oui, je fais du revenu management, je vous promets, je vais augmenter votre chiffre d'affaires. Ça va être génial, faites-moi confiance, point quoi. C'est autant d'euros et voilà. Là, on se dit, c'est pas trop à quoi s'attendre, est-ce que vraiment ça marche? Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça, d'où elle sort. Que là, pour le coup, c'est tout le contraire. Sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, etc., on voit vraiment des cas concrets, en fait, en quelque sorte. Enfin, même des fois, tu dis, oui, telle personne, elle a augmenté de autant son chiffre d'affaires. Et puis même les gens mettent des avis, etc. Donc on se dit, bon, avec tout ce qu'on voit, on voit quand même comment tu fonctionnes et que tu fais pas juste des prix au pif en t'aidant d'un site qui le fait automatiquement, quoi. Tu fais des vraies recherches. Donc ça inspire un peu plus confiance déjà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de déléguer quand même au début. On se dit, bon... c'est quand même un coût, est-ce que vraiment ça va marcher Est-ce que j'aurais pas mieux fait de continuer à le faire toute seule voilà. Est-ce que ça marchera pour moi aussi? Parce qu'on peut se dire ça. Oui, c'est ça, ça peut marcher pour les autres. Oui, c'est ça, peut-être que ça aurait pu l'être aussi. Et puis finalement, après, l'avantage aussi, c'est qu'on n'est pas vraiment lié pendant des années avec toi. Comme tu le dis très bien partout, c'est satisfait ou remboursé, entre guillemets, quoi. Donc, donc du coup, on se dit, bon, j'ai rien à perdre en quelque sorte. On tente et puis... on verra comment ça se passe et puis finalement ça se passe très bien donc on regrette pas, ça va. Ça c'est cool. C'est vrai que nos contrats sont sans engagement et c'est un point qui est très important pour moi et on avait l'occasion d'en parler, c'est que nos clients, à ce jour, je touche du bois ou je sais pas quoi dire. Il n'y en a pas. C'est ça. Mais il n'y a aucun client qui nous a quittés. Et je suis très heureuse de ça parce que les gens ne restent pas avec nous parce qu'ils sont engagés, pieds et poings liés, comme ça dans les contrats. Pas du tout. Les gens restent avec nous parce qu'ils trouvent que ça leur apporte du temps, de l'argent et que ça fonctionne, quoi. Oui, c'est sûr. Donc ça, c'est top. Et c'est vrai que si ça peut... en plus de toi te satisfaire, mais en plus aller satisfaire aussi tes propriétaires, oui, parce là on a tout gagné, quoi. C'est le but aussi, parce que bon, certes, moi je suis au pourcentage, donc au mieux c'est loué, plus je gagne aussi, mais c'est pas encore autant que pour mes propriétaires. Parce que moi, je prends en moyenne 20% de commission. Donc, si on augmente les prix, ça me fait que 20% voilà, de prix sur les fameux prix qui ont augmenté, ou enfin sur la marge, quoi, en quelque sorte. Ouais. Mais pour les propriétaires, ils ont tout le reste encore en plus. Donc, eux voient encore plus la différence du fait que ça marche encore mieux qu'avant. Ouais. D'ailleurs, il y a aussi certaines conciergeries qui profitent du fait qu'on soit présent dans l'équipe
pour peut-être à un moment donné, pour les nouveaux biens ou les nouveaux propriétaires, augmenter aussi leur prix pour se dire on a aussi un service qui est devenu plus, enfin parmi tous les éléments positifs, ça vient s'ajouter et donc... Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de conciergeries, soit qu'ils font comme je le faisais avant, qui gèrent leur prix eux-mêmes, donc qui ont des très bonnes bases, mais encore une fois, si on voulait le faire correctement, ça prendrait... c'est à temps complet qu'il faudrait le faire. Ouais. donc voilà, et puis... même en ayant des très bonnes bases, même très très bonnes bases, on n'a pas l'expertise que toi tu as. C'est vraiment un métier, il y a des études pour, il faut l'expérience. Voilà, donc soit c'est des conciergeries qui le font un peu eux-mêmes, ou soit c'est des conciergeries, comme on en discutait tout à l'heure, qui peuvent aussi utiliser des sites qui le font un peu automatiquement, mais c'est fait par des robots et c'est pas aussi personnalisé et aussi bien étudié que ce que tu ne le fais. Donc c'est vrai que c'est quand même un sacré atout de t'avoir parmi nous. Et ça permet d'être compétitif aussi par rapport aux startups. Est-ce que ça t'est arrivé d'être évalué en concurrence avec de grosses startups parisiennes qui, elles, vont dire nous, on a un analyste, etc. Ou pas du tout? Oui, en quelque sorte. Après, nous, par chez nous, on n'a pas énormément de grosses startups comme ça. Ils ne sont pas très, très implantés. S'ils sont à Deauville, par exemple, qui a une bonne heure de chez nous, là, il y a beaucoup de grosses startups. Mais là, sur les plages du débarquement, là où nous, on est, il n'y en a pas énormément. Mais il y en a eu qui sont d'ailleurs partis parce que je pense qu'ils n'avaient pas assez de clients, ou je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais il y en a eu et il y en a encore une ou deux. Et c'est vrai que ces grosses startups, en général, utilisent des robots pour fixer les prix et c'est fait un peu, entre guillemets, à la chaîne. Ils ont tellement de logements à gérer que c'est pas pareil. Et j'ai des propriétaires qui étaient avant avec ce genre de start-up-là, plus ou moins petites ou grandes, parce qu'il y en a des très très grosses qui sont un peu partout dans le monde, mais il y en a des un peu plus petites qui ont quelques villes en France, mais qui sont quand même... connus, qui ont un nom en quelque sorte. Et ça m'est arrivé de récupérer pas mal de leur logement aussi, parce que les gens avaient envie de revenir un peu aux sources, de revenir à quelque chose de plus concret, de plus familial, de plus personnalisé, de plus humain, c'est ça. Et alors sur cet aspect-là, dernière question, s'il n'y avait pas notre service dans ta vie de chef d'entreprise aujourd'hui, comment elle serait ta vie de chef d'entreprise ou ta société ? Très très rempli, trop rempli. Non, mais si vous étiez pas là, j'aurais pas pu aussi développer encore plus ma société à moi, parce que forcément, comme on disait tout à l'heure, il y a plein de choses à faire dans différents domaines quand on est à son compte et quand on a une conciergerie. Donc au bout d'un moment, on peut pas tout faire. Si on peut tout faire soi-même avec 5-6 logements, allez, 10 grand max, mais au-delà, on peut pas s'occuper correctement du prix, s'occuper correctement du linge, s'occuper correctement du ménage. Donc ça aurait été compliqué déjà de tout gérer de base et j'aurais pas pu développer autant que je le fais là, même si encore une fois je ne veux pas développer pour devenir une grosse, énorme, avec des centaines de logements. Mais n'empêche que pour vivre, il faut quand même quelques logements de plus. Donc ça permet de pouvoir se développer quand même un peu. Tout en gardant la personnalisation, parce que la personnalisation, c'est une valeur importante pour toi, mais elle prend du temps aussi. C'est ça. Donc c'est important pour tout le monde, autant pour mes propriétaires qui sont dans la même optique que moi, que pour moi qui ai besoin d'aide pour réussir à tout faire et à faire au mieux. Et du coup, donc si je suis propriétaire, et là je regarde cette vidéo et je me dis, j'aimerais vraiment bien te confier ma maison secondaire, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un petit process à respecter ? Alors du coup, juste à savoir que moi je suis présente vraiment que sur les plages du débarquement de Arromanches-les-Bains à Luc-sur-Mer et quelques villes dans les terres aux alentours. J'ai eu des demandes pour aller un peu plus loin à Deauville, même dans le sud, etc. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc à savoir quand même, parce que c'est compliqué. Il faut trouver quelqu'un sur place aussi pour gérer toute la partie sur place, concrète. Donc pour l'instant, je suis que sur cette partie-là. Sinon, sur le site internet objectiftrip.com, du coup, il y a tout le détail de nos prestations. Moi, c'est un peu ce qu'on a évoqué ici, en quelque sorte. On a bien récapitulé. Du coup, dessus, il y a aussi les coordonnées, donc mon numéro, mon adresse mail, etc. Donc, si les propriétaires veulent me contacter, ils peuvent me contacter directement par mail ou par téléphone. Comme ça, on voit un peu le bien qu'ils ont. J'ai pas vraiment de critères comme certains. Je sais qu'il y a des conciergeries dans le coin, par exemple, qui prennent que des logements avec vue mer. Qui ont un peu des critères comme ça. Moi, c'est pas forcément mon cas. Le tout, c'est que le logement soit propre, en bon état, etc.
etc. Ouais. Donc je me renseigne quand même un petit peu sur le bien. Sachant que je propose juste un service complet aussi. Je le faisais avant de proposer juste une arrivée, juste un départ, juste un ménage ou que les arrivées, etc. Mais ça devient très compliqué au niveau du planning de pouvoir gérer et s'organiser. Ouais. Donc là, je propose plus qu'un service complet. Mais du coup, les propriétaires peuvent me contacter directement pour en discuter. Donc souvent, on réexplique un petit peu par téléphone comment ça se passe, comment on fait pour gérer les annonces, etc. Nous, de notre côté. Ensuite, on se rencontre la plupart du temps dans le logement en question. Comme ça, moi, je peux voir un petit peu à quoi il ressemble, même si, encore une fois, je n'ai pas de gros critères, mais au moins que ce soit propre et en bon état, etc. Et adapté à la loc saisonnière aussi. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai eu des logements, par exemple, où il y a juste un canapé convertible ou dans une ville où ça ne marche pas du tout. Là, je leur dis, je ne vais pas leur mentir, je leur dis, passer à la location longue durée, ce sera beaucoup plus rentable pour vous que de faire de la location saisonnière. Il y a des fois des logements qui ne sont pas faits pour, qui ne marcheraient pas autant. Donc voilà, donc après, on se rencontre dans le logement, on discute un petit peu, voilà, s'ils ont des questions, etc. Et après, s'ils sont partants, on fait juste signer un petit contrat. Donc pareil, nous, on n'a pas d'engagement 6 mois, 1 an, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'engagement. Ils partent quand ils veulent. Pour l'instant, personne n'est parti. Donc c'est pareil, j'en suis plutôt fière. Mais le petit contrat, j'ai besoin des clés. Et puis après, les propriétaires ne font plus rien. On prend les photos, on met l'annonce en ligne. J'ai besoin de leur RIB quand même pour leur verser l'argent. Et puis après, c'est tout. Je leur fais des petits récaps de temps en temps. Ils me posent leurs questions quand ils ont envie. Et puis eux n'ont plus rien à faire. En fait, si tout va bien... tout se passe bien, s'il n'y a rien à réparer, s'il n'y a rien qui est tombé en panne ou quoi que ce soit, ils n'ont rien à faire. Il y a des propriétaires d'ailleurs, il y en a une que je n'ai jamais vue. D'accord. Et il y en a que je ne leur parle jamais en fait, parce que du coup, tout va tellement bien. Tout va tellement bien que du coup, on s'envoie un mail par exemple une fois par mois, je leur dis tout va bien. Voilà, et puis ils me disent super, génial, on est très contents, ça se passe bien. Et voilà, c'est tout quoi. C'est parfait. Donc eux n'ont vraiment rien à faire et c'est aussi le but. Génial. Et donc ça veut dire aussi que si on démarre de rien, si par exemple on a une résidence secondaire et qu'on n'a jamais eu cette idée de location saisonnière, on peut vraiment venir te voir même si on n'a pas d'annonce, on n'a pas de channel manager, rien du tout. Tu t'occupes de tout. Oui, c'est ça, je m'occupe vraiment de tout, ils n'ont rien à faire. Après, ce qu'on fait aussi grâce à toi aussi, c'est que les propriétaires n'ont pas forcément conscience de combien ils pourraient gagner et est-ce que vraiment c'est rentable, voilà, toute cette partie-là. Donc c'est vrai que des fois, je peux être amenée à te dire j'ai tel logement à tel endroit, etc. Combien penses-tu qu'on puisse espérer gagner? Donc après, je fais un retour aux propriétaires et puis après, ça peut les aider aussi à se décider à passer à la location saisonnière. Mais pareil, même au niveau de tout ce qui est légal, parce que c'est bien beau de se lancer dans la location saisonnière, mais il y a des choses à respecter au niveau de la loi. Enfin, il faut se déclarer en mairie, il y a les assurances, etc. Donc même s'ils n'y connaissent rien, après moi je les aide aussi à ce niveau-là, s'ils ont des questions, à savoir quoi faire concrètement pour se lancer. Ouais, top. Super. Écoute, merci, super intéressant. Merci Céline. Merci à toi. Merci pour ce partage. C'était vraiment une chouette interview. Je pense que ton parcours va aussi aider pas mal de gens. Et j'espère que beaucoup de propriétaires viendront te voir. J'espère aussi. Merci à toi pour ton temps et puis à très vite. À bientôt.